L'homme qui ne part jamais. Gbagbo avait promis de se retirer fin 2025, puis a dit « Je reste avec vous ». Un revirement qui pose la question de la parole politique et du paradoxe d'un leader qu'on ne peut pas lâcher. C'était en octobre 2025, devant les caméras, la voix posée presque sereine, Laurent Gbagbo avait prononcé ces mots qui devaient sonner comme un adieu. Une fois dissipé le brouhaha de la présidentielle, il irait s'asseoir au village, prendre du recul, se consacrer à sa famille, laisser la place. Le patriarche, après des décennies de lutte, de prison, d'exil et de procès, semblait enfin prêt à tourner la page. La Côte d'Ivoire politique retenait son souffle. Ses militants pleuraient déjà, ses adversaires respiraient, et puis rien, ou plutôt le contraire. Le 7 mai 2026, au siège du PPACI devant un comité central réuni en session extraordinaire, Laurent Gbagbo a lâché 4 mots qui ont tout effacé. Je reste avec vous. Liesse immédiate, embrassade, larmes de soulagement. La salle a explosé comme si une sentence de mort venait d'être levée. Et en quelques secondes, la promesse d'octobre 2025 s'est évaporée dans l'air chaud d'Abidjan, sans explication véritable, sans mea culpa, sans même une once de gêne visible. Ce n'était pas la première fois, et tout le monde le savait. Car le paradoxe Gbagbo est bien là. Cet homme qui a fait de la résistance et de la parole donné les piliers de son identité politique accumule depuis des années les promesses de retrait non tenues. Il y a quelque chose de profondément humain dans ce refus de partir, la peur du vide, l'ivresse du combat, la certitude intime d'être irremplaçable. Mais il y a aussi quelque chose de profondément politique et de beaucoup plus problématique. Quand un leader dit « je pars » et reste, il envoie un signal dévastateur à ses troupes. La parole ne vaut rien. Ou plutôt, elle vaut ce que la pression populaire lui permet de valoir. Et c'est exactement le récit que le PPAC y a construit autour de ce revirement. Ce n'est pas Gbagbo qui a changé d'avis, c'est le peuple qui l'a supplié de rester. Ce sont les militants, les cadres, le comité central, tous ceux qui ne peuvent pas imaginer le parti sans lui. Cette rhétorique de la supplique est aussi vieille que la politique africaine elle-même. Elle permet aux leaders de sortir grandis d'un reniement. Je voulais partir, mais vous m'en avez empêché. Je me sacrifie pour vous. Gbagbo, en acceptant de rester sous pression, se pose non pas comme un homme qui recule sur sa parole, mais comme un père qui ne peut abandonner ses enfants. Mais derrière cette mise en scène, la réalité est plus dure. Le Houdi de Mama a 81 ans. Il est exclu des listes électorales. Il ne peut ni voter ni se présenter tant que Ouattara ne lui accorde pas une amnistie. Et il dirige un parti fondé en 2021, encore jeune, encore fragile, dont l'existence entière repose sur son seul nom. Sans lui, le PPAC, il n'est qu'une coquille. Avec lui, il est vivant, mais sans avenir garanti. Le vrai problème de ce « je reste » n'est donc pas moral. Il est stratégique. En refusant de partir, Gbagbo empêche l'émergence d'un successeur légitime. Il maintient ses lieutenants dans un état de dépendance permanente, incapables de construire leur propre autorité tant que le patriarche occupe encore le trône. Et il hypothèque l'avenir de son propre camp. Car la question qui brûle toutes les lèvres au sein de l'opposition ivoirienne est simple. Que se passe-t-il le jour où Gbagbo ne pourra plus, physiquement, juridiquement, politiquement, être là? Ce jour-là, aucun plan B n'existe. Aucun dauphin n'est prêt. Aucune transition n'a été organisée. L'homme qui ne part jamais finira bien par partir. La question est de savoir si son parti survivra à son départ, ou si, faute d'avoir préparé l'après, il partira avec lui. Une succession sans dauphin, reconduit à 81 ans, Gbagbo annonce vouloir déléguer ses pouvoirs sans désigner d'héritier, qui sont les prétendants silencieux au sein du PPACI. La bataille en coulisses.
Au sein du PPACI, tout le monde parle de succession, mais personne ne la nomme vraiment. C'est le grand nom dit du congrès de mai 2026. Devant les milliers de militants réunis au palais de la culture de Treichville, Laurent Gbagbo a utilisé une formule savamment ambiguë. Il restera président du parti, mais il entend déléguer ses pouvoirs. Déléguer à qui? Dans quel calendrier? Selon quelle modalité? Silence. Aucune réponse. Aucun nom prononcé. Aucune feuille de route présentée. Le congrès s'est terminé sans que la question la plus brûlante de l'opposition ivoirienne ne reçoive la moindre réponse concrète. Cette ambiguïté n'est pas un oubli, c'est une méthode. En refusant de désigner un dauphin, Gbagbo conserve l'essentiel, le pouvoir d'arbitrage. Tant qu'aucun successeur n'est officiellement adoubé, tous les prétendants lui restent redevables. Tous ont besoin de sa bénédiction. Tous modèrent leurs ambitions pour ne pas froisser le patriarche. C'est la mécanique classique du chef inamovible. Maintenir tout le monde dans l'attente et donc dans la dépendance. Dans cette configuration, le leader ne délègue pas vraiment. Il distribue des responsabilités sans jamais céder l'autorité. Mais derrière le silence officiel, les ambitions existent. Elles sont réelles, identifiables et de plus en plus difficiles à contenir. Plusieurs figures gravitent autour du PPACI avec des prétentions à peine voilées. Il y a d'abord les fidèles, historiques, ces cadres qui ont traversé toutes les tempêtes aux côtés de Gbagbo, de la lutte estudiantine des années 1980 jusqu'aux heures sombres de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Ces hommes et ces femmes ont une légitimité de parcours. Ils ont souffert, résisté, attendu. Ils estiment avoir payé leur dette de sang et de loyauté. Mais leur ancienneté est aussi leur limite. Dans un pays où la population est jeune et impatiente, des figures issues de la vieille garde risquent de reproduire exactement ce que le PPAC y tente de dépasser. Un parti de notre temps, incarné par des visages de notre siècle. Il y a ensuite les technocrates et les cadres de la deuxième génération. Des personnalités formées à l'école politique de Gbagbo, mais plus jeunes, plus mobiles, plus connectés aux réalités du terrain et aux attentes des nouvelles générations. Ceux-là comprennent que l'opposition ivoirienne ne peut gagner qu'en se réinventant. Mais ils font face à un obstacle de taille. L'ombre de Gbagbo est si dense qu'elle écrase toute tentative d'émancipation. Afficher trop d'ambition, c'est risquer d'être perçu comme un traître. Se taire, c'est rester invisible. La situation de Tidjane Thiam mérite également d'être évoquée. L'ancien patron de Crédit Suisse, revenu au pays pour peser dans le jeu politique, a lui aussi été exclu de la présidentielle d'octobre 2025. Une exclusion qui l'a rapproché dans les faits, sinon dans les structures du camp de l'opposition. Mais Tidjane Thiam n'est pas un homme du PPACI. Il incarne une autre trajectoire, une autre vision, une autre base sociale. Son nom circule dans les couloirs comme une alternative possible, mais une alternative extérieure qui ne résout pas la question de la succession interne au parti de Gbagbo, car c'est bien là le nœud du problème. Le PPACI a été construit autour d'une personnalité, pas autour d'un projet institutionnel solide. Il n'existe pas de mécanisme clair de transmission du pouvoir, pas de primaire interne, pas de processus de désignation transparent, pas de vivier de successeurs officiellement identifiés et formés. Quand le chef décidera de partir ou quand la nature décidera pour lui, le parti se retrouvera face à un vide organisationnel redoutable. Et dans ce vide, ce ne sont pas les meilleurs qui gagnent. Ce sont les plus agiles, les plus impitoyables, les mieux réseautés. Une bataille de succession non préparée est toujours une bataille fratricide. Le congrès de mai 2026 aurait pu être l'occasion historique de poser les bases d'une transition ordonnée. Il ne l'a pas été, et chaque jour qui passe sans dauphin désigné est un jour de plus où l'avenir du PPAC y reste suspendu à la santé, à la volonté et au bon vouloir d'un seul homme. Gbagbo est exclu des listes électorales à cause d'une condamnation pénale.
Seule une amnistie d'Ouattara peut le réhabiliter, une amnistie que Ouattara n'est pas pressé d'accorder. Un piège politique redoutable. Il y a dans la situation de Laurent Gbagbo une ironie cruelle que l'histoire retiendra longtemps. Cet homme qui a présidé la Côte d'Ivoire pendant 11 ans, qui a survécu à la CPII, qui a été acquitté à La Haye après une détention de 10 ans, qui est rentré au pays en 2021 sous les acclamations de ses millions de partisans, cet homme-là ne peut pas voter, ne peut pas se présenter à une élection, ne peut pas juridiquement peser dans les urnes sur le destin de son propre pays. Non pas parce qu'un tribunal international l'a condamné, il en est sorti libre, mais parce qu'une juridiction ivoirienne l'a frappé d'une condamnation pénale qui l'a radié des listes électorales. Et pour recouvrer ses droits civiques, il n'existe qu'une seule voie, l'amnistie présidentielle. Autrement dit, la grâce d'Alassane Ouattara, son ennemi de toujours. Pour comprendre l'absurdité et la brutalité de cette situation, il faut rappeler ce que représente la relation entre ces deux hommes. Gbagbo et Ouattara ne sont pas simplement deux adversaires politiques. Ils sont les deux faces d'une fracture ivoirienne profonde, nourrie de décennies de rivalité, de guerre, de sang et de rancœur. En 2010 à 2011, leur affrontement post-électoral a fait plus de 3000 morts. Des familles entières ont été détruites. Des quartiers entiers ont brûlé. Ce n'est pas une querelle de palais, c'est une blessure nationale. Et c'est dans ce contexte que Gbagbo doit aujourd'hui tendre la main à Ouattara pour lui demander ce que nul homme fier ne demande facilement, la clémence. Or, Ouattara n'est pas pressé. C'est un euphémisme. Depuis le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire, le président en exercice a multiplié les signaux contradictoires. Des gestes d'apaisement symboliques, des rencontres officielles, des déclarations de façade sur la réconciliation nationale. Mais sur le fond, rien. Pas d'amnistie, pas de réhabilitation civique, pas de levée de la condamnation qui maintient Gbagbo hors du jeu électoral. Et la réélection d'Ouattara pour un 4e mandat en octobre 2025, scrutin auquel ni Gbagbo ni Tidjane Thiam n'ont pu participer, a confirmé que le verrou judiciaire est aussi un verrou politique délibéré, car il faut appeler les choses par leur nom. Maintenir Gbagbo hors des listes électorales, c'est neutraliser le principal opposant sans avoir à le combattre dans les urnes. C'est une stratégie d'élimination juridique qui n'a rien d'accidentel. En refusant l'amnistie, Ouattara s'assure que son rival historique reste politiquement impuissant, réduit à animer des congrès, à mobiliser des foules, à faire des discours, sans jamais pouvoir traduire cette énergie en vote, en siège, en pouvoir réel. C'est une cage dorée. Gbagbo est libre de ses mouvements, libre de parler, libre de voyager. Mais libre de peser sur les élections, non. Du côté du PPACI, on joue sur 2 registres simultanément. En public, on réclame la réconciliation nationale, on appelle à l'unité des Ivoiriens, on dénonce les exclusions électorales comme une atteinte à la démocratie. En privé, on scrute chaque signal venant du palais de Cocody, on tente des médiations discrètes, on espère un geste qui ne vient pas. Cette double posture fragilise le discours du parti, car on ne peut pas d'un côté dénoncer un système qu'on espère voir vous intégrer de l'autre. L'opposition ivoirienne se retrouve ainsi dans la position inconfortable de celui qui frappe à la porte de son geôlier pour lui demander les clés de sa cellule. Et pour Gbagbo lui-même, la question est existentielle. Sans réhabilitation civique, que peut-il encore accomplir politiquement? Diriger un parti, certes. Inspirer une base militante, sans aucun doute. Mais peser sur le destin de la Côte d'Ivoire dans les urnes, non. Et c'est précisément ce que l'histoire lui a toujours demandé. Gagner les élections, les perdre, les contester, mourir et renaître dans les urnes. Sans ce terrain-là, Laurent Gbagbo n'est plus tout à fait Laurent Gbagbo. Il est une icône, un symbole, une référence, mais plus un acteur électoral à part entière. Le verrou judiciaire est donc bien plus qu'une question juridique.
C'est le mécanisme central qui conditionne tout le reste, la succession, l'avenir du PPACI, la crédibilité de l'opposition. Tant qu'il n'est pas levé, toutes les stratégies politiques de l'opposition ivoirienne restent fragiles, incomplètes, construites sur du sable. L'opposition ivoirienne à bout de souffle. Entre boycotts électoraux répétés, absence à la présidentielle d'octobre 2025 et un RHDP dominant, l'opposition peine à incarner une alternative crédible. Quel bilan, quelle stratégie pour 2030? Il y a des oppositions qui combattent et il y a des oppositions qui survivent. En Côte d'Ivoire, depuis plusieurs années, l'opposition appartient dangereusement à la seconde catégorie. Non pas parce qu'elle manque de militants, ni parce qu'elle manque de figures charismatiques, mais parce qu'elle accumule les erreurs stratégiques, les occasions manquées et les divisions internes au point de donner l'impression d'un boxeur qui se bat les yeux bandés. Beaucoup d'énergie dépensée, peu de coups qui portent. Et pendant ce temps, le RHDP au pouvoir consolide méthodiquement son emprise sur les institutions, l'administration, l'économie et le calendrier électoral. Le bilan des dernières années est accablant. La présidentielle d'octobre 2025 en est l'illustration la plus douloureuse. Ni Laurent Gbagbo, ni Tidjane Thiam, les deux figures les plus susceptibles de menacer sérieusement Alassane Ouattara, n'ont pu participer au scrutin. L'un exclu pour condamnation pénale, l'autre écarté par le Conseil constitutionnel. Résultat, Ouattara a été réélu pour un 4e mandat dans un scrutin dont la compétitivité réelle était sérieusement compromise. L'opposition a dénoncé, protesté, appelé au boycott. Mais dénoncer n'est pas gouverner. Et boycotter une élection, c'est souvent laisser le terrain libre à celui qu'on prétend combattre. Car le boycott est devenu la réponse réflexe de l'opposition ivoirienne face à chaque scrutin qu'elle estime biaisé. Et il faut admettre que les raisons de contester ne manquent pas. Exclusion de candidature, composition discutée de la commission électorale indépendante, calendrier imposé, médias publics acquis au pouvoir. Les griefs sont réels, mais le boycott systématique produit un effet pervers dévastateur. Il habitue l'électorat à voter sans l'opposition. Il normalise l'absence. Il finit par faire croire, à force de répétition, que l'opposition n'est pas une alternative sérieuse, mais un club de protestataires professionnels, bons à crier mais incapables de gouverner. Le RHDP, lui, ne boycotte rien. Il organise, il structure, il investit les territoires, les communes, les régions. Il forme des élus locaux, construit des réseaux de clientèle politique, irrigue les quartiers populaires avec des programmes sociaux qui portent la marque du parti au pouvoir. Pendant que l'opposition débat de sa stratégie dans des salles de congrès à Abidjan, le RHDP travaille le terrain à Bouaké, à Daloa, à Korhogo, à San Pedro. C'est cette asymétrie d'organisation qui explique, au-delà des questions de fraude ou d'exclusion, la domination continue du parti au pouvoir. On ne bat pas une machine électorale bien huilée avec des discours enflammés et des appels au boycott. La fragmentation de l'opposition aggrave encore le tableau. Le PPACI de Gbagbo, le PDCI de Henri Konan Bédié. Affaiblis depuis la mort de son leader historique, les mouvements citoyens, les indépendants, les dissidents du RHDPE. Autant de forces qui pourraient, unies, constituer une coalition redoutable, mais qui ne parviennent pas à surmonter leurs rivalités personnelles, leurs calculs électoraux à court terme, leur ego surdimensionné. Chaque tentative de rapprochement de l'opposition finit par achopper sur la même question. Qui sera le candidat commun? Qui acceptera de s'effacer pour l'autre? Dans un espace politique où chaque leader se croit irremplaçable, la réponse est presque toujours personne. Et puis, il y a la question générationnelle, que l'opposition ivoirienne continue d'esquiver dangereusement. La Côte d'Ivoire est un pays jeune, très jeune. Plus de 60% de la population a moins de 30 ans. Ces jeunes ont grandi avec la crise,
avec la reconstruction, avec les réseaux sociaux et une conscience politique aiguisée par l'exemple de leurs pairs sahéliens. Ils ne veulent pas de gérontocratie. Ils ne veulent pas choisir entre un octogénaire exclu des urnes et un système qu'ils perçoivent comme fermé sur lui-même. Ils attendent une opposition qui leur ressemble, qui parle leur langage, qui propose un projet de société concret et crédible. Cette opposition-là n'existe pas encore. Le diagnostic est donc sévère mais nécessaire. L'opposition ivoirienne n'est pas morte. Elle mobilise encore, elle résiste encore. Elle existe encore dans les consciences de millions d'Ivoiriens, mais elle est à bout de souffle. Et si elle n'opère pas une refondation profonde, stratégique, organisationnelle, générationnelle avant 2030, elle risque de transformer la prochaine présidentielle en une nouvelle formalité pour le pouvoir en place. 2030, le dernier combat ou la grande désillusion. Si Gbagbo ne peut pas se présenter et qu'aucun successeur n'est prêt, l'opposition ivoirienne entre-t-elle dans une ère post-Gbagbo sans le savoir? Quel scénario pour la prochaine présidentielle? Dans 4 ans, la Côte d'Ivoire retournera aux urnes pour une nouvelle élection présidentielle. 4 ans, c'est à la fois une éternité en politique africaine et un délai terriblement court pour reconstruire une opposition en lambeaux, former un successeur crédible, obtenir une amnistie d'un président qui n'en veut pas et convaincre des millions d'électeurs qu'une alternance est non seulement possible mais nécessaire. 4 ans pour accomplir ce que 10 années n'ont pas réussi à produire. Le défi est colossal et pourtant c'est l'horizon vers lequel tous les regards de l'opposition ivoirienne convergent, avec un mélange d'espoir tenace et d'angoisse inavouée. Le premier scénario, celui que les militants du PPACI appellent de tous leurs vœux, est celui de la réhabilitation. Gbagbo obtient son amnistie, recouvre ses droits civiques, se présente en 2030 et livre son dernier grand combat électoral. Ce scénario a le mérite de la clarté et de la cohérence narrative. Il clôturerait une trajectoire politique extraordinaire parce qu'elle a toujours été une bataille dans les urnes. Mais il repose sur une condition que Gbagbo ne maîtrise pas, la volonté d'Ouattara. Et tout indique que Ouattara, fort de sa réélection en 2025 et de sa domination institutionnelle, n'a aucune raison urgente d'ouvrir cette porte. Accorder l'amnistie à Gbagbo, c'est ressusciter politiquement son adversaire historique. C'est prendre le risque de voir la Côte d'Ivoire replonger dans une campagne électorale qui ravive les clivages les plus profonds du pays. Pourquoi le ferait-il? Le deuxième scénario est celui de la transition par le haut. Gbagbo, lucide sur ses contraintes juridiques, décide avant 2030 de jouer pleinement le rôle du faiseur de roi. Il désigne un successeur, lui transfère son autorité, mobilise sa base militante derrière ce nouveau visage et orchestre une passation de flambeau historique. Ce scénario est séduisant sur le papier. Il permettrait au PPACI de se présenter en 2030 avec un candidat éligible soutenu par le poids symbolique de Gbagbo sans être handicapé par ses contraintes judiciaires. Mais ce scénario suppose que Gbagbo soit prêt à s'effacer vraiment, à laisser un autre occuper la lumière, porter les foules, incarner l'espoir. Or, tout ce que nous savons de cet homme suggère que l'effacement volontaire n'est pas dans sa nature profonde. Il peut déléguer, il peut conseiller, mais céder la scène centrale, c'est une autre affaire. Le troisième scénario est le plus sombre, mais peut-être le plus probable si rien ne change. C'est celui de la désillusion tranquille. En 2030, l'opposition se présente fragmentée, sans candidat fédérateur, sans projet commun, sans ressources organisationnelles comparables à celles du RHDP. Gbagbo est toujours là, toujours présent, toujours écouté, mais toujours hors des urnes. Le scrutin se déroule dans un climat d'apathie militante, avec un taux d'abstention record chez les jeunes, des appels au boycott qui ne mobilisent plus personne, et une victoire du candidat du pouvoir acquise avant même le premier tour. Ce scénario n'est pas une catastrophe spectaculaire. C'est pire, c'est une normalisation de la défaite
Une résignation collective qui s'installe dans les consciences et qui finit par convaincre les Ivoiriens que l'alternance est un rêve, pas une réalité accessible. Car c'est bien là l'enjeu ultime de 2030 et il dépasse largement la question Gbagbo. La démocratie ivoirienne a besoin d'une opposition crédible, non pas pour gagner à tout prix, mais pour exister comme contre-pouvoir réel. Une démocratie sans opposition n'est qu'une façade institutionnelle, et une opposition sans stratégie n'est qu'un folklore politique. Ce que la Côte d'Ivoire attend de ses forces d'opposition d'ici 2030, c'est une transformation profonde, pas seulement un changement de visage au sommet, mais une refondation dans les pratiques, dans le discours, dans la relation aux citoyens ordinaires. Il reste 4 ans. 4 ans pour que l'opposition ivoirienne choisisse entre deux destins, se réinventer ou se résigner. Livrer un dernier grand combat, organisé, uni, incarné par une figure nouvelle portée par une vision claire, ou entrer dans une ère post-Gbagbo sans l'avoir voulu, sans l'avoir préparé et sans savoir ce qui viendra après. L'histoire politique de la Côte d'Ivoire a toujours été faite de rebondissements spectaculaires. Mais les rebondissements ne se produisent pas par miracle, ils se construisent. Et le chantier, en ce printemps 2026, n'a pas encore vraiment commencé.